dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des marchés obligataires. Comment bâtir une stratégie obligataire pour 2026 et notamment une stratégie obligataire dite de performance absolue. Nous en parlons avec Bertrand Prince, à mes côtés, gérant obligataire chez Arkea Asset Management et qui pilote notamment le fonds Optimal Income d'Arkea Asset Management. Bonsoir et bienvenue Bertrand. Bonsoir Léo. Merci beaucoup d'être avec nous. Qu'est-ce qui caractérise d'ailleurs dans l'univers, alors obligataire en l'occurrence, ces stratégies dites de performance absolue, donc des stratégies flexibles, obligataires? Qu'est-ce qui les caractérise et quel est l'intérêt de ces stratégies dans le monde obligataire actuel, Bertrand? Alors, ce qui la caractérise, c'est beaucoup de flexibilité, une gestion active. Donc, on va rechercher en permanence le meilleur couple rendement-risque, que ce soit sur les piliers de maturité, les secteurs, le type de support. Ça peut être de l'investment grade, du high yield, des convertibles, des subordonnées financières, des souverains. Et le gros intérêt dans le marché actuel où il y a beaucoup de volatilité, c'est la gestion des risques, le risque de taux notamment, qui est très fine. Donc on essaye en permanence de réduire ce risque et de profiter des déformations des courbes de taux aussi. Et par ailleurs, on fait aussi des risques de fonds de portefeuille, on va dire, contre les chocs de marché. Il y en a régulièrement, ce qui nous permet de mitiger le risque de spread quand il y a un choc de marché. Donc l'intérêt principal, c'est qu'on va faire beaucoup mieux qu'une gestion investment grade passive, en profitant de tous ces mouvements de marché. Là, alors, je comprends, l'intérêt, c'est de participer à la hausse, mais c'est essentiellement aussi d'amortir les chocs de marché, c'est ça. C'est dans ces phases de choc de marché qu'une stratégie dite de performance absolue doit montrer toute sa substance. Oui, c'est là qu'elle se distingue, et tout ça, c'est de la surperformance à la fin de l'année, quand on a moins baissé que les autres en période de stress. Bon, et c'est des stratégies qui ont regagné, j'imagine, en intérêt, comme beaucoup de stratégies obligataires, avec la remontée des rendements, la fin d'un grand cycle désinflationniste de baisse des taux. C'est au cours de ces dernières années que ces stratégies sont revenues un peu sur le devant de la scène. Surtout depuis 2 ans. Et plus que le grand cycle de baisse des taux, c'est la mainmise des banques centrales sur le marché obligataire, où ils l'ont complètement stérilisé au cours des 10 ou 15 dernières années. On peut remonter on a tué les marchés obligataires pendant 10 ans. Et là ils revivent, exactement. Et donc, ils sont volatiles, ils bougent, il se passe plein de choses. Alors, c'est pas le cas sur les spreads. Les spreads, c'est de temps en temps sur un secteur ou suite à un choc de marché. Mais en tout cas, sur les taux, c'est le cas. Qu'est-ce que vous retenez justement de l'année 2025 dans votre univers d'investissement? Alors, des performances. Les performances ont été bonnes encore, je crois, dans l'univers crédit obligataire. Je mets de côté le souverain, mais il y avait quand même matière à faire de bonnes performances encore. Avec quelques chocs de volatilité, mais qui ont été très rapidement effacés, Bertrand. Oui, il y a eu le choc du Liberation Day, tout le monde le connaît, donc ça a été un choc assez violent, 100 spread sur le high yield, 20 à 32 spread sur l'investment grade, mais qui s'est résorbé en une dizaine de jours très très rapidement. Donc, ça fait, depuis, on a une tendance de resserrement des primes de risque au crédit continue, et qui arrive sur des niveaux d'ailleurs qui sont un peu légers, notamment sur le high yield. Après, ça se justifie. Tout devient un peu cher dans ces marchés, y compris dans les marchés de crédit. Mais ça peut se justifier. Parce qu'on a une structure de marché où les volumes d'obligations souveraines ont beaucoup monté, l'investment grade un petit peu, le high yield est resté stable, donc ça concourt à la compression. Et puis avec on y viendra sûrement après, mais le plan de relance allemand, il n'y a pas de récession à horizon 2 ans ou 1 an et demi en zone euro, sauf choc externe important. Donc, le setup macro reste favorable quand même pour ces marchés de crédit. Parlons justement des enjeux 2026 de cette année devant nous encore, Bertrand, en regardant les grandes économies. Alors on va parler de l'Europe, mais un mot peut-être des enjeux du marché américain, des marchés obligataires américains pour vous. Le marché américain, c'est le marché directeur, donc il est important. Quand on regarde les États-Unis, en termes de croissance, c'est exceptionnel au S2. Enfin, c'est très bon au Q3, ça va être bon au Q4. Le chômage baisse un peu. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup moins de fonctionnaires dans l'économie? Bon, l'avenir le dira. Et il y a toute une configuration qui fait entre la Big Beautiful Bill, où les États-Unis vont tourner à 5,5 de déficit l'année prochaine, une légère baisse de taux qui fait un petit stimulus monétaire, une belle config pour que l'inflation reste entre 2,5 et 3, en tout cas au premier semestre, et tout ça avec un marché qui price une Fed qui revient à son taux neutre, à 3, progressivement. Donc, le pricing n'est pas déconnant, mais il y a plein de place pour que ça parte dans un sens ou dans l'autre. Et si d'aventure l'économie américaine reflate, on a Monsieur Trump qui est en train de mettre une pression de malade pour que la Fed continue malgré tout pour la Fed continue à baisser ses taux. Donc ça fait une configuration où on va toujours avoir beaucoup de volatilité sur les taux américains. Voilà, le 10 ans américain peut aller à 4,50 comme il peut aller à 3,75. Les deux sont possibles. Et donc on n'a pas trop envie de s'exposer à cette partie longue de courbe aux États-Unis aujourd'hui?
4,15, 4,20... Vu le contexte global de marché, moyennement. Le risque n'est pas tellement bien rémunéré encore. Et si on se met à la place des États-Unis, Trump, il y a la forme qui est gênante à chaque fois. Mais est-ce que ça serait si gênant, quand on tourne à 5 de déficit, d'avoir 2,5 d'inflation et 2,5 de croissance? Franchement, ça peut être un régime, effectivement, tout à fait pertinent. Et qui est stable. Donc, on peut même avoir une situation où la Fed, avec les institutions qui fonctionnent, qui n'est pas à la botte de Trump, mais qui revoit son mandat et qui dit, entre 2 et 3 d'inflation, ça va, un peu comme l'Australie. Et c'est pas déconnant. Ici, l'Australie cible une fourchette d'inflation, effectivement, parmi les grandes banques centrales des marchés développés. Petite parenthèse sur la Fed, là, alors j'appelle ça la guerre d'indépendance de la Réserve fédérale américaine, mais comment le marché réagit par rapport à ça? Est-ce que le marché tire, alors je parle pas forcément des mouvements intraday ou quotidiens, mais est-ce que le marché tire une sonnette d'alarme en disant attention, il y a un vrai risque que la Fed, qu'une Fed aux ordres ou trop aux ordres du politique se traduise par une dérive de l'inflation à moyen long terme? Non, pas encore. Quand on regarde les anticipations d'inflation de marché, c'est à 2,30, 2,35, il n'y a pas de... Et même sur la pente, on pourrait imaginer une pente plus élevée, mais c'est pas le cas. Mais après, ça veut dire quoi? C'est un sujet important pour les commentateurs comme moi, par exemple, et que c'est pas un si important sujet de marché à ce stade? C'est un sujet de marché pour le marché de taux américain. Est-ce que c'est un sujet pour l'ensemble des marchés? Pas forcément. C'est-à-dire que dans ce genre de config, on a une Fed qui va baisser ses taux, par exemple, à 2,5 ou 2,25 en disant 2,5, 3 d'inflation, je m'en fiche. Et une courbe américaine qui se pontifie. Et des anticipations d'inflation de marché, en tout cas, qui remontent. Parce que la Fed a un nouvel objectif. Elles ont tendance à se caler sur l'objectif de la Banque centrale. Bien sûr. Donc, Bon, l'histoire américaine, effectivement, encore devant nous avec cette histoire de réserve fédérale américaine qui crante encore un peu plus ces derniers jours. Les enjeux en Europe, à commencer peut-être par les enjeux allemands, vous l'avez dit. Alors, on a cité parmi les chocs de marché Liberation Day en 2025, mais il y a eu juste quelques semaines avant le U-turn allemand sur la politique fiscale et budgétaire annoncée par Friedrich Merz, bien sûr, c'était en mars 2025, qui a là aussi créé une surprise et une secousse de marché. Oui, mais quand ils ont abandonné le frein à la dette, c'était une surprise pour tout le monde. Et c'est allé assez vite. Donc là, on a eu un beau choc de taux, 30 à 40 points de base et sur une semaine. Donc ça marque encore plus les esprits, parce que la performance est lamentable dans ces cas-là. Et ce qui est intéressant sur ce plan allemand, est-ce qu'il va délivrer? Est-ce qu'il va y avoir une belle croissance? On le saura en 2027. Quelque part, les anticipations, c'est passer de 0 à 0,6 et à 1,5. Mais c'est sur la structure du marché obligataire. C'est-à-dire que la quantité de dette allemande en circulation, c'est 2600 milliards. Si on enlève ce que détient la BCE, ce que détiennent les institutions soumises à Solvency 2, c'est-à-dire les assureurs, il en reste plus que 1700. Et ça ne tient pas compte du collatéral dans le secteur bancaire. Et les Allemands vont émettre 800 milliards de dettes. Donc tout d'un coup, la dette allemande, qui était rare, devient abondante. Et ça concourt à plus de primes de terme. Ça concourt aussi à la compression qu'on a pu observer entre les pays de la zone euro, à l'exception de la France, évidemment, et l'Allemagne. Dans son ensemble, l'équipe euro a jamais été aussi soudée depuis notamment la crise souveraine. Oui, depuis la crise souveraine, mais bon, il y a le problème de la France qui sous-performe en termes d'inflation, en termes de croissance, instabilité politique. Enfin, je pense que c'est des choses dont vous avez discuté souvent ici. Oui, puis même, dire, les gens qui nous écoutent et qui habitent en France sont peut-être encore plus au courant de ce sujet-là aujourd'hui. Et avec une possibilité de règlement qui reste pas évidente. Une issue favorable n'est pas encore évidente de ce point de vue-là. Voilà, et si on fait le parallèle à l'Italie des années 2010, ça finit par un choc de marché qui oblige l'État à se reprendre en main budgétairement, fiscalement. Alors, je ne nous le souhaite pas, mais ça nous pend au nez, quoi. Et dans le schéma européen, la Banque Centrale Européenne peut rester dans une good position pour longtemps encore? Alors, vis-à-vis du stress français, il faut qu'il y ait le choc. Après, elle est obligée de réagir, un peu comme avec l'Italie il y a 10 ans. Et sinon, non. Pour l'instant, elle est en bonne position. Elle est en bonne position et elle a fait un excellent travail, la Banque Centrale Européenne. Elle a bien fixé les anticipations de taux, c'est stable sur la partie courte. Bon, j'entends pas mal d'investisseurs, y compris obligataires, nous expliquer effectivement que la BCE a fait le job et plutôt pas mal, malgré des critiques récurrentes qu'on peut entendre vis-à-vis de notre Banque Centrale Européenne. La dimension, sans trop s'attarder, mais la dimension géopolitique, c'est une dimension qui a
des impacts sur vos marchés ou pas, Bertrand? Oui, sur la dimension. Quand même. Oui, Ouais. par des voies dérivées, mais par exemple, quand M. Trump tape sur l'Iran ou dit qu'il va peut-être intervenir en Iran, il y a le pétrole qui rebondit. Et donc, ça peut faire bouger des anticipations sur ces marchés obligataires. Ça peut faire bouger les anticipations d'inflation, puis les marchés obligataires par ricochet. Voilà. Ou si d'aventure le Groenland il se passait quoi que ce soit, ça aurait un impact au-delà des marchés obligataires quelque part. J'entends. Donc le fait qu'il y ait M. Trump aux États-Unis, ça crée de la volatilité en soi. Et pour tout le monde, pas juste sur ces marchés obligataires. Pas juste sur ces marchés. Bon, sur le fonds Optimal Income que vous gérez chez Arkea Asset Management, là, si on se résume, comment est-ce que vous êtes positionné effectivement pour aborder ce début d'année 2026 après une perte de plus de 5%, c'est ça, pour le fonds l'an dernier, c'est ça, 5,20 effectivement. Comment on tire parti de cet environnement là en ce début d'année 2026? En début d'année, là, on a des primes de risque qui sont relativement faibles, donc on ne cherche pas la dimension portage, on la met un petit peu de côté pour garder de la flexibilité, pour être en capacité de réagir si ou quand il y aura un choc de marché après. Après, on ne sait jamais. Donc, l'idée avec la courbe de taux qui s'est redevenue normale, elle s'est repentifiée. On a les maturités longues qui rapportent plus que le court. C'est d'investir sur du corporate investment grade sur la zone 5 à 7 ans. Là-dessus, on est sur des rendements de type 3,25, 3,50 en ce moment. C'est assez confortable. Comme l'objectif, c'est STR plus 3%. Avec ça, on part déjà à STR plus 1. Et pour le reste, après, c'est toujours être positionné sur la pontification des courbes de taux, que ce soit en Allemagne ou aux États-Unis. Et là, ça peut se matérialiser de deux façons. C'est un moins bien économique, la Banque centrale baisse leur taux court, ou rester dans la situation actuelle avec beaucoup de déficits. Et il y a toujours le long qui en pâtira. Mais j'ai oublié de l'évoquer tout à l'heure, on a quand même un petit outsider dans tout ça, c'est la Banque du Japon. Oui, on en parlait juste avant dans l'émission. Juste avant, j'entendais. Et alors, qu'est-ce qu'on dit du Japon? Mais non, le Japon, ils sont très lents à sortir de leur politique monétaire. Et le fait que le taux 10 ans japonais ait dépassé les 2, il entre en compétition directe avec tous les taux européens. Et les institutions japonaises sont acheteurs de taux européens govies, mais c'est pas marginal, c'est 4% par exemple sur la France. Et si ajuster de la couverture, ça rapporte à peine plus, bien sûr. Alors comme c'est des assureurs, ils vont pas vendre, ils vont juste ne pas réinvestir. Et donc on a un investisseur de moins encore sur la dette. Un acheteur en moins sur la dette européenne. Et sur la dette européenne et française. Et ça c'est aussi un facteur de pontification. Sinon, toujours dans la location, j'aime bien les obligations convertibles, qui sont une classe d'actifs particulière. Mais si on est dans un scénario, la croissance qui tient, l'inflation qui tient, ça va bien se passer pour elle, en tout cas pour les actions comme pour les taux. Et après, dans les périodes de calme de marché, c'est à remettre des couvertures de fonds de portefeuille avec un budget de risque limité. Hein. Faut pas sacrifier la performance. Mais se prémunir d'un Liberation Day... Bis, pourquoi pas, en 2026. Merci beaucoup Bertrand. Merci d'être venu à évoquer pour nous ces enjeux de stratégie obligataire. Bertrand Prince, gérant obligataire chez Arkea Asset Management, était l'invité de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse.